Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du théâtre, l'Antigone de Jean Anouilh. On va décortiquer ensemble cette réécriture moderne et voir ce qui la rend si puissante, si intemporelle. Dès le départ, le ton est donné. La pièce s'ouvre sur cette phrase du chœur, et c'est une métaphore incroyable. On ne parle pas de personnage, pas encore. On parle d'un mécanisme, d'une machine qui est prête. Le destin est en marche et plus rien ne pourra l'arrêter. Alors c'est quoi cette idée de machine tragique ? Eh bien, c'est l'idée que tout est déjà joué d'avance. L'histoire est comme une mécanique de précision, parfaitement huilée, où chaque personnage n'est qu'un rouage, obligé de jouer le rôle qui lui a été attribué. Et c'est ça, la grande différence avec le drame. Dans la tragédie, selon Anouilh, il n'y a pas d'espoir. Et parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de suspense, pas de lutte inutile. C'est propre, c'est net, tout le monde est piégé. Et dans cette certitude, il y a une sorte de calme, presque de repos. Le prologue nous met tout de suite dans le bain. Il nous présente les personnages, non pas comme des gens avec leur propre volonté, mais comme des acteurs qui ont reçu un script. La distribution des rôles est déjà faite. La pièce peut commencer. Et puis, il y a elle, Antigone. On nous la présente comme ça, la petite maigre silencieuse. Et tout de suite cette phrase terrible. Elle pense qu'elle va mourir. Elle le sait déjà. Ce n'est pas un choix, c'est son essence, son rôle. Et en face, on a Créon. Pas un tyran sanguinaire, non. Anouilh nous le montre comme un ouvrier, un homme qui a accepté le job de roi, un job ingrat, difficile. C'est lui qui doit tenir la barre du navire en pleine tempête, et il le fait jour après jour, sans joie, mais avec méthode. Et voilà ce qui met le feu aux poudres, le décret de Créon. Pour lui, au fond, ces deux neveux n'étaient que des petits voyous interchangeables, mais pour la raison d'État, il a fallu en faire un héros, Éthéocle, et un traître, Polynice, dont le corps doit pourrir à la vue de tous. C'est cet acte politique qui va tout déclencher. Et pour compléter ce tableau, on a les gardes. Des hommes simples, sans aucune imagination. Ils sont là, ils jouent aux cartes, ils font leur boulot. Ce sont les bras armés du pouvoir, les rouages anonymes qui exécuteront les ordres sans jamais se poser de questions. Bon, cette machine, pour qu'elle se mette en route, il lui faut une étincelle, un grain de sable. Et ce grain de sable, bien sûr, c'est Antigone. Son sens du devoir, son refus d'accepter l'inacceptable va enclencher le mécanisme. C'est là qu'intervient sa sœur, Ismène. Elle représente la raison, le pragmatisme. Elle essaye de la ramener sur terre. Elle la supplie de choisir la vie, d'accepter les règles du jeu. Là, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, Ismène qui dit « il faut comprendre », il faut accepter que le roi est le plus fort, et de l'autre, Antigone qui refuse. Pour elle, comprendre, c'est déjà une forme de compromission. Elle ne veut pas comprendre, elle veut juste faire ce qu'elle a à faire. Mais en réalité, toute cette discussion ne sert à rien. Le débat est déjà clos. Et Antigone l'annonce froidement à sa sœur horrifiée. Elle a déjà enterré Polynice. Elle l'a fait ce matin même. L'acte irréparable a été commis. Et voilà, le ressort est bandé, comme disait le chœur. L'acte est posé. La machine est enclenchée. Et maintenant, plus rien ne peut l'arrêter. La confrontation directe entre la petite Antigone et le pouvoir de Créon est inévitable. Alors là, on a une scène incroyable. Le garde, mort de peur, qui vient faire son rapport. Il décrit ce geste fou, un peu de terre jetée sur le corps. C'est presque rien, une trace de pas plus légère qu'un oiseau, une petite pelle d'enfant. On imagine presque une petite bête sauvage, une petite hyène venue gratter la terre en pleine nuit. Et la réaction de Créon est fascinante. Il ne pense pas un seul instant à un acte de piété, non. Il pense politique. Pour lui, c'est un complot. Ses ennemis ont dû utiliser un enfant pour le provoquer, pour le faire passer pour un monstre. Toute sa lecture des événements est politique. Le chœur fait alors son grand retour pour nous livrer une des clés de la pièce. Une fois qu'on est pris dans le piège de la tragédie, qu'on est pris comme un rat, il y a une forme étrange de soulagement, de libération. Et ça, c'est vraiment le cœur de la pensée d'Anouilh. La tragédie est belle parce qu'elle est pure. Sans le sale espoir qui vient tout compliquer dans la vie, les personnages peuvent enfin être eux-mêmes, entièrement. Ils peuvent aller au bout de leur destin sans se débattre. C'est ça, une histoire de roi. Finalement, la pièce nous laisse face à une question vertigineuse. Si tout est écrit d'avance, si la machine ne peut pas être arrêtée, à quoi bon résister ? Et pourtant, Antigone dit non. Elle dit non jusqu'au bout. C'est peut-être ça la valeur de son choix, affirmer sa liberté, même face à l'inévitable. Et c'est peut-être en cela que réside toute la dignité humaine.